On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va avoir 3 éclairages différents sur ces enjeux d'optimisation du modèle économique pour le passage à l'échelle du réemploi d'emballage logistique. Et donc pour commencer, ce que je voudrais, c'est demander à Gladys le point de vue du fabricant de l'emballage. Quand on fabrique une caisse en plastique, quand on fabrique un emballage réemployable à destination de la logistique, quels sont les gros enjeux, quels sont les gros éléments et comment est-ce qu'on fait pour pas trop surdimensionner ou surdimensionner l'emballage en lui-même? Alors déjà, chez Lodog, ce qu'on va essayer de faire au maximum, c'est de s'intéresser aux clients et leurs besoins. Donc on va aller rencontrer les acteurs du marché, la logistique. Mais en logistique, des fois, on n'a pas forcément les mêmes besoins que dans le transport, que chez le client final. Donc on va essayer d'aller interviewer tous les acteurs pour comprendre c'est quoi les enjeux. C'est quoi la logistique d'aujourd'hui? C'est quoi la logistique de demain? Parce que aujourd'hui, on a des modèles qui fonctionnent, mais demain, peut-être qu'il y a d'autres modèles qui vont fonctionner. Et donc, chez Lodog, on a un panel d'ingénieurs, on a une dizaine d'ingénieurs qui sont là pour essayer d'apporter des choses innovantes qui vont s'adapter au marché et qui vont permettre de peut-être réduire le poids des emballages, de jouer sur la durabilité, parce qu'un emballage dit réemployable, il faut qu'il soit durable. On va également jouer sur des emballages qui soient automatisables. On parle de plus en plus d'entrepôts automatisés, donc il faut qu'on s'adapte à cette évolution. Et puis on va également travailler sur la matière. Donc la matière, c'est d'utiliser des emballages, des matières qui soient recyclées. Parfois, on ne peut pas toujours le faire, donc on va faire des mélanges, et parfois on va aller sur du vierge. Donc c'est essayer de trouver la bonne formule, le bon cocktail qui va faire que on va pouvoir allier un emballage durable et recyclable, parce qu'on va parler aussi de recyclabilité. Il faut qu'on puisse recycler nos emballages. Voilà. Bon, et je vais continuer un tout petit peu, et ça c'est une question qui n'était pas prévue. Au niveau de la standardisation, quand on conçoit un emballage, à quel point on va essayer de standardiser avec des emballages déjà existants chez d'autres clients, ou à quel point il faut faire une solution clé en main pour chaque usage, pour chaque client? Alors, dans la plasturgie, faire un moule, ça coûte quand même un peu d'argent. Donc, effectivement, on va partir sur des standards, des formats standards, des formats, je pense que tout le monde dans la salle connaît les formats 600, 400, 400, 300, etc. Plutôt des formats euros. On va éviter d'aller faire des choses trop personnalisées, même si on peut personnaliser certaines choses. Vous verrez pour le cas de Metzger derrière. On peut faire des personnalisations, mais sur les formats, on va rester sur des choses assez standards pour que ça puisse passer sur un convoyeur, que ça puisse être mis dans un camion de façon optimisée. Voilà, on va jouer sur ça. On ne va pas trop personnaliser non plus. Bon, merci beaucoup, et c'était pas prévu, donc voilà, attendez-vous à des questions comme ça qui arrivent en plus par moment, c'est important aussi. Chou, de ton point de vue, donc opérateur de boucle de réemploi, comment est-ce qu'on peut optimiser les coûts? C'est vraiment un élément clé, et notamment tous les enjeux de lavage, de boucle retour. Donne-moi ton avis. Oui, nous, c'est vraiment notre job en tant qu'opérateur de réemploi, justement d'optimiser tous ces coûts pour que, comme je disais, le réemploi d'emballage soit moins cher, mais en tout cas plus compétitif avec l'emballage à usage unique. Donc nous, en tant qu'opérateur de réemploi, on gère vraiment la partie logistique retour, du coup des caisses, le lavage et la gestion des stocks et la traçabilité, gestion des pertes, etc. Donc on a un peu ces 3 briques qu'on doit gérer et optimiser. Et du coup... je vais un peu faire dans l'ordre, mais le premier, on va dire, enjeu qui permet de diminuer tous ces coûts et d'optimiser, c'est les volumes. Alors, je pense que je vous apprends rien et c'est pas une grande surprise. Sur le transport retour, par exemple, transporter une palette versus un camion complet de palettes, ça coûte moins cher de transporter un camion complet qu'une palette. Si on revient à la caisse, bien sûr, je parle au prix retour de la caisse. Sur le lavage également, si on a des volumes, on peut industrialiser, on peut automatiser le centre de lavage. D'ailleurs, on a
Pareil, je fais aussi une invitation comme Gladys, mais on est en train de refaire complètement notre centre de lavage situé dans le marché de Rungis pour le moderniser, l'automatiser, parce qu'effectivement, à un moment, on atteint des volumes qui font qu'on peut vraiment investir dans une nouvelle usine de lavage. Et donc forcément, ça baisse aussi les coûts unitaires de lavage. Et derrière, on a des leviers et du coup, ça rebondit un peu pourquoi aussi on est tous les trois aujourd'hui sur la table ronde, c'est qu'il y a vraiment des ponts en fait entre nous trois. Et nous, on a aussi des enjeux vraiment liés à la conception de la caisse. Et on travaille beaucoup avec nos partenaires fabricants de caisses pour travailler sur comment avoir des caisses les plus emboîtables possibles ou les plus pliables possibles pour optimiser justement ce coût-retour, sur des zones d'étiquettes pour permettre d'enlever plus facilement les étiquettes au lavage. Tout ça, c'est des sujets de conception, mais qui impactent du coup notre travail en tant qu'opérateur et nos coûts. Et le dernier point, c'est le même, on va dire peut-être le plus important, c'est vraiment, comme je disais au début, la gestion du retour et de la perte en fait des caisses. Nous, l'objectif aussi d'un opérateur de réemploi, c'est de dire on va maximiser le nombre de rotations que les caisses font, du coup diminuer les taux de perte, réussir à ce que la caisse reste pas immobilisée quelque part pendant X jours, X semaines, qui fait qu'elle n'apporte pas de valeur, voilà. Et ça, nous, dès le début, quand on a lancé Pandobac, pour nous, c'était crucial d'avoir une traçabilité unitaire et très précise des caisses. Donc, on a intégré, on voit sur la photo du milieu, on a intégré un système de traçabilité avec un QR code unique. Et c'est comme ça qu'on pilote en fait tous nos stocks de caisses. Et on a du coup les stocks exacts chez un tel. On a la durée d'immobilisation, les taux de perte exacts aussi pour chaque modèle, etc. Et c'est ça qui, c'est quand même un gros enjeu parce qu'une caisse qui est utilisée que 5 fois et qui est perdue et qui en fait aurait pu être utilisée une centaine de fois réellement, on perd tout l'intérêt et tout le travail du fabricant de caisse qui a conçu une caisse durable, mais derrière on la perd, quoi. Donc il y a tout ce travail effectivement de pouvoir optimiser aussi grâce à du suivi précis. Merci beaucoup. Et puis voilà, aussi une question qui n'était pas prévue, on s'y attend. Quand tu parlais de créer du volume, en fait, si on a une logistique qui est sur une maille géographique qui est très très large, à un moment, il y a l'idée d'essayer de créer des boucles qui soient plutôt locales pour diminuer les distances et des boucles qui soient plus régionales ou globales pour essayer de massifier les flux. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? C'est pas une question facile, j'avoue. Ouais, c'est pas facile. Et en fait, il n'y a pas une réponse comme ça, une seule réponse, quoi. L'idée, c'est qu'en fait, nous, justement, pour optimiser un peu tous ces coûts, on a vraiment des modèles en interne où on calcule ce qui est plus intéressant entre effectivement rapatrier des volumes, par exemple dans le centre de lavage à Rungis, même si c'est un peu loin, versus laver plus localement avec un partenaire. Ça, pour le coup, voilà, on fait tous ces calculs-là avec nos prospects, nos clients, pour se mettre d'accord, parce que lui, il est gagnant si c'est moins cher. Nous aussi, on est gagnant parce qu'on vient proposer une solution qui lui apporte de la valeur. Donc, pour le coup, il n'y a pas une réponse en mode si c'est 200 km, il vaut mieux faire ça, ça. Ça dépend effectivement beaucoup de paramètres. Et puis aussi, l'intérêt, nous, d'être à Rungis sur notre centre logistique et de lavage, c'est que c'est un peu au milieu de tout, quoi. C'est un hub logistique super, où tous les camions passent par là. Donc, on profite aussi de cette logistique qui fait que la logistique retour est quand même pas très chère parce qu'on est à Rungis, quoi. Voilà. Donc, c'est un mix de tout ça qu'il faut mixer. Merci beaucoup. Voilà. Xavier, à ton tour. Et donc là, on prend au point de vue de l'utilisateur. Comment ça se passe quand on a une ligne de production et qu'on doit passer à des nouvelles caisses réemployables? Alors, je dirais la premier challenge à relever ou le premier travail, ça va être de bien cartographier l'ensemble des coûts. Il faut se rendre compte de quelque chose. Là, Chou en parlait tout à l'heure. Oui, le réemploi peut être compétitif. Là, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Mais là, on parle du coût d'utilisation. Ce qui va nous intéresser, nous aussi industriels, c'est le coût d'investissement. Il faut garder ça en tête.
Oui, nos lignes aujourd'hui utilisent des caisses carton. On veut remplacer ces caisses carton à usage unique par des caisses plastiques réemployables, comme vous avez sur les photos là. Ça ne va pas passer sur les mêmes lignes en fait. Donc il faut se rendre compte de ça. Et à l'inverse, il y a un certain nombre de bénéfices à mettre en place le réemploi. Il faut être capable de les chiffrer correctement, d'aller jusqu'au bout de la logique, parce que sinon en fait on va handicaper un projet qui serait validé autrement. Je prends juste un exemple pour illustrer ça. On a travaillé un projet sur un de nos sites. Alors là, c'était purement de la traçabilité. On a des bacs qui circulent, alors qui étaient mal dimensionnés d'un point de vue technique. Donc il y a de la casse, il y a de la perte. On a sur ce site-là 3 personnes à temps plein qui font le suivi et la trace à des bacs, parce qu'on est très très haut dans la technique. Ça s'appelle un fichier Excel. Donc autant vous dire que des bacs, on en perd. Donc en travaillant avec des experts et adaptés à notre besoin, en fait on va passer de 3 à moins de 1. Et il ne s'agit pas de supprimer de postes, bien évidemment, ces collaborateurs-là vont être alloués à d'autres projets d'amélioration process, justement. Donc, c'est prendre l'ensemble des coûts qu'on va avoir, en plus ou en moins, pour avoir l'image la plus précise possible. Et il reste un peu d'inconnu quand même, il faut l'avouer. Donc il faut aussi admettre qu'il y a une part d'incertitude, comme dans tout projet. Ouais, donc la question piège, voilà, tu t'y attendais maintenant. Oui. Et la temporalité dans tout ça, entre le moment où on commence à imaginer le projet et le moment où il tourne et tout va bien, comment ça marche? Comment est-ce qu'on gère cette temporalité? Comment est-ce qu'on gère les attentes aussi en interne par rapport à ça? J'ai le droit à combien de temps pour répondre? Ouais, tu as le droit un petit peu, vu qu'on a du temps, c'est pour ça aussi que je me permets de poser des questions. C'est un peu la même réponse que Chou avant. Il n'y a pas de temporalité pour répondre à ta question. Si on a déjà des bacs un peu similaires, on va modifier le bac. Là, en l'occurrence, l'exemple que je vous donnais avant, il a fallu quelques mois pour le mettre en place. Et s'il s'agit de passer d'un palettiseur, enfin d'une machine qui met dans le carton en automatique, qui palettise en automatique et on remplace un carton par une caisse plastique réemployable, il faudra probablement 18 à 24 mois. Donc il n'y a pas un planning fixe, ça va être aussi en fonction des besoins. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on travaille pour des clients, mais aussi à quelle vitesse on sait convaincre le client qu'il faut changer de façon de travailler. Il faut être honnête, alors je vais choquer un peu en disant ça, mais le modèle d'emballage à usage unique, c'est très confortable. J'ai un problème, je jette, j'en prends un autre. Là, on remet complètement en cause le mode de travail. J'ai aucun doute, il faut y aller, mais malheureusement, ou c'est la réalité, ça prend du temps de convaincre les gens. Parfois, c'est ce qui prend le plus de temps sur un projet, d'ailleurs. Merci beaucoup, et puis ça fait une excellente transition pour la deuxième partie de cette table ronde. Donc jusqu'à présent, on a regardé un petit peu quels étaient les grands équilibres en termes de modèle économique. On a vu quelles étaient les variables clés à prendre en compte, et on voit bien qu'il y a un besoin d'une vraie expertise pour pouvoir faire l'étude, que ce soit sur la fabrication, la conception, que ce soit sur le pilotage des boucles de réemploi, ou que ce soit sur l'implémentation chez les clients. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à la gestion du changement. Et sur les enjeux organisationnels, sur les investissements dans les lignes de production, voilà, sur les parties prenantes à aligner. Et ma question, ça va être comment est-ce qu'on fait pour gérer le projet en lui-même? Comment est-ce qu'on aligne les parties prenantes? Comment ça se passe des projets dans la vraie vie? Est-ce que les verrous sont ceux auxquels on s'attendait ou pas nécessairement? Eh ben, je dirais il faut être conscient de ces verrous, faut pas les mettre de côté. Là, sur les projets de réemploi qu'on a, la première barrière à relever, elle n'est pas technique, elle n'est pas économique, elle n'est pas financière, elle est psychologique. Encore une fois, c'est ce que je disais juste avant. L'emballage à usage unique, c'est le modèle qu'on connaît depuis longtemps. Il est ultra optimisé, il y a une forme de confort. Et là, on va arriver en disant aux gens, messieurs les industriels, vous allez tout changer. Ah oui, mais j'ai pas envie de changer. Non, c'est pas la question. Donc il y a ce frein psychologique et il faut pas l'occulter, parce que sinon ça reviendra après et ça parasitera le projet. Il vaut mieux passer un petit peu de temps au début à faire de la pédagogie, à expliquer. Et oui, il y a une dimension financière, il y a une dimension environnementale. Tous les gens y sont sensibles, donc il faut prendre le temps de faire passer ces arguments-là. Après, on va passer sur la partie technique. Il faut prendre le temps de bien dimensionner le projet, de bien faire des tests de validation. Et pour moi, c'est lié au troisième de mes points, c'est il faut bien s'entourer. C'est-à-dire, nous, industriels, soit on fait déjà du réemploi et on va étendre ce qu'on fait déjà, soit on va s'appuyer sur des experts ou des gens, des opérateurs de réemploi, des gens qui ont cette expertise-là, qui vont aussi nous aider à dimensionner nos projets, à dire mais est-ce que vous avez pensé à ça?
Est-ce que vous avez pris en compte ça ? Et après, c'est, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est être patient. On a un projet en cours avec Pandobac. Moi, j'aurais tendance à me dire, si ça va bien, ça va prendre 6 mois. Je pense qu'on mettra au moins 1 an à le développer parce qu'on accompagne le changement. Alors, il y a un petit côté frustration, hein, on ne va pas se le cacher, mais le prochain projet, il ne prendra pas 1 mois, il prendra 1 an, il prendra 9 mois, et ça ira au fur et à mesure. On ne peut pas nier cette réalité-là. Sinon, de toute façon, ce sera encore plus compliqué au final. Est-ce que psychologiquement, il y a aussi ce phénomène d'acculturation des équipes, de la direction ? Est-ce que quand on a des exemples concrets de succès, ça marche beaucoup mieux les fois d'après ? Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, on a de toute façon tout ce travail d'acculturation à faire, autant taper un gros projet super large dès le début ? Non, je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a un double travail à faire, effectivement, au niveau des équipes. Mais il y a un moment, la stratégie, elle reste impulsée par la direction. Donc, c'est aussi un de mes gros axes de développement là, pour les prochains mois. Et puis après, c'est horrible à dire, mais ce qui est bien, c'est quand un concurrent communique sur ce qu'il fait. Ça pique un peu l'orgueil de temps en temps. On se dit, mais pourquoi on n'y arriverait pas ? Ou alors Cocorico, on l'a fait les premiers. Donc, il faut jouer un petit peu sur... en fait, on travaille avec des hommes. Le changement, c'est pas naturel pour tout le monde. Donc, il faut jouer sur ces cordes-là. Donc, il faut connaître aussi nos interlocuteurs. Et après, encore une fois, s'appuyer sur les bons relais pour accompagner le changement. Merci beaucoup. Et donc, tu parlais de s'appuyer sur les bons relais pour accompagner le changement. Et je pense que Chou, tu souhaitais aussi réagir par rapport à ça. Ça fait aussi partie de la mission de Pandobac. Oui, alors je rejoins complètement ce que tu dis, Xavier, du coup, sur le frein psychologique, qui vient avant les freins techniques, clairement, ou financiers, etc. C'est de moins en moins le cas quand même, parce que tout le travail qu'on a fait, enfin nous, mais également tous les acteurs de la filière du réemploi d'emballage, le réseau aussi, Vrac Réemploi bien entendu, tout le boulot de ces dernières années font que le sujet fait un peu moins peur quand même qu'au début, ou en tout cas les gens sont un peu plus... experts, mais en tout cas voilà, ils s'y connaissent un peu plus sur ces sujets, mais on continue à rencontrer pas mal de freins psychologiques et on apporte du coup vraiment des preuves concrètes parce que les freins psychologiques sont pas tangibles, alors que du coup il faut les transformer en quelque chose qui est vraiment tangible et sur lesquels on peut agir. C'est vrai que les freins psychologiques, c'est un peu dur d'agir dessus. Et donc là, effectivement, comme je disais, on modélise vraiment, nous, on a des modèles assez complexes où on vient détailler un peu les coûts aussi, de dire on arrive à projeter aussi nos prospects ou nos clients dans une trajectoire aussi de volume, en disant, comme je disais tout à l'heure, les volumes font que les tarifs baissent, sont dégressifs en fonction des volumes. Donc on arrive à aussi créer cette trajectoire avec nos clients. On leur apporte beaucoup de cas concrets aussi, d'exemples de choses qui marchent chez d'autres personnes. Et ça marche énormément parce qu'ils se disent si un tel l'a fait et a l'air d'être content, en fait, moi, ça devrait pourquoi pas marcher. Et c'est vrai qu'il y a une vraie crainte aussi sur la partie perte des caisses. Parce qu'on a aussi certains clients qui avaient déjà essayé de mettre en place des caisses, qui n'avaient pas de traçage, qui en ont perdu énormément. Donc là, ça rajoute au frein psychologique de dire en fait je l'ai fait, ça n'a pas marché. Et donc pareil, on apporte vraiment une différenciation sur cette partie traçabilité, où en plus on vient vraiment l'accompagner dans une intégration de la solution dans leur logiciel, dans leur ligne automatisée, qui vont faire qu'on essaie au maximum, c'est ça, de les accompagner pour enlever ce frein psychologique et derrière d'apporter des solutions vraiment techniques pour faciliter l'intégration de ces systèmes, même si, Xavier l'a dit, ça nécessite forcément des changements dans les lignes, dans les usines. En tout cas, on est là parce qu'on a cette expertise-là, pour le faire le plus en douceur possible, et sur les lignes, et sur la traça, sur les changements de process, former les équipes, etc. On est très présent sur tous les projets qu'on mène. Merci beaucoup. Et Gladys, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet concret ? Tu parlais du cas Menzger avec la photographie. Et je pense que c'est intéressant aussi qu'on voit un peu la jeunesse du projet, quelle a été la plus-value, les challenges. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce cas ? Alors, je crois quand même qu'il faut relever un point important, c'est effectivement de choisir les bons partenaires. Tout à l'heure, on parlait de traçabilité.
C'est la clé souvent dans les projets quand même, parce que quand une enseigne vous appelle et vous demande moi je voudrais remplacer mes cartons par des bacs réutilisables et je voudrais savoir comment on fait. Nous, on apporte toute notre expertise en termes de bacs, qu'est-ce qu'il faut prendre, quel format, combien il en faudra, etc. Mais la traça, c'est très important parce que ça dimensionne vraiment le nombre de bacs dont vous allez avoir besoin. Et ça dimensionne aussi le succès de l'après. Parce que tu disais, les clients qui ont testé, qui ont eu une mauvaise expérience, c'est très compliqué derrière de le refaire. Donc si on n'est pas accompagné par les bonnes sociétés, c'est compliqué. Et puis surtout, si on n'a pas mis tous les points forts sur la table au départ pour que ça marche, il n'y a pas de magie, quoi. Il faut tout de suite. Donc Metzger, c'est un cas, c'est un beau succès et je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Metzger, donc c'est une boucherie de renom qui livre quotidiennement des clients, des chaînes hôtelières, des restaurants, plein d'endroits, et qui souhaitait diminuer les emballages jetables parce que un carton envoyé, c'était un carton jeté. Et donc, il fallait avoir un impact. Donc, ils ont souhaité s'équiper de bacs. Donc, d'abord dimensionner quel est le bac qu'il leur faut. Il y avait quelques enjeux. Ce bac, il doit être lavable, il doit être traqué et il doit prendre le minimum de place au retour à vide. Donc, la première chose chez Lodog, on a regardé, on s'est dit, là, clairement, il faut choisir le bac Omnimax, je vous dis ça, c'est un super bac. Il faut prendre le bac Omnimax parce qu'au niveau lavage, il est top, il est percé, il va pouvoir être lavé et sécher rapidement. La deuxième chose, c'est pour le tracking, on va travailler avec Pandobac parce qu'ils vont pouvoir tracer, ils vont pouvoir accompagner le client de façon sérieuse et surtout, ils vont pouvoir aussi laver les bacs. Donc aujourd'hui, Metzger, ça fait 8 mois. On a supprimé 16 000 cartons, donc c'est un beau chiffre, avec 98% de retour. C'est plutôt un très beau succès. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on échange sur vos projets. Et donc sur le cas Metzger, c'est Pandobac qui opère les boucles ou vous avez juste fourni la traçabilité? Alors là, comme disait Gladys, on a fourni effectivement l'outil de traçabilité parce que Metzger voulait vraiment avoir ses propres caisses. Donc ça dépend vraiment. Nous, on essaie, comme je disais, de nous adapter au maximum aux cas et aux clients. Donc là, il y avait une envie effectivement de les avoir eux-mêmes. Nous, on fournit également, la majorité de nos clients, on fournit les caisses en location. Donc, on est propriétaire des caisses et on les met à disposition. Mais là, effectivement, c'est un cas qu'on fait également. Donc, on a effectivement appliqué notre outil de traçabilité aux caisses qui appartiennent à Metzger. Et on fait du lavage également, effectivement, de ces caisses pour les remettre en état, effectivement, parce que du coup, vu que c'est de la boucherie, c'est de la viande dedans et ça peut effectivement créer des problèmes si c'est pas bien lavé. Mais par contre, la logistique, là pour le coup, on la gère pas. C'est Metzger qui la gère. Voilà. Mais c'est variable en fonction des clients. Et donc je continue sur ce cas-ci. Au niveau du taux de retour, tu disais 98% de taux de retour. C'est vrai que ça, c'est un des gros avantages des emballages logistiques par rapport aux emballages produits, parce qu'on reste dans du B2B, donc c'est souvent plus facile d'avoir des taux de retour importants. C'est pas pour ça que c'est naturel non plus. Et donc là, comment ça se passe entre Metzger et les boucheries? Est-ce que c'est la même enseigne? Comment se passe le transfert des bacs? Et quel est le système qui a été mis en place pour arriver à ce taux de retour-ci? Est-ce que vous savez, parce que vous le voyez, mais potentiellement, est-ce que vous avez des choses à en dire? Alors aujourd'hui, c'est plutôt pour livrer des chaînes hôtelières, par exemple. C'est d'ailleurs une chaîne hôtelière qui a demandé à Metzger de mettre en place du réutilisable, du durable. Donc c'est livrer leurs clients, leurs propres clients. Donc c'est leur transport, mais il n'y a pas de boucle avec le client directement. Par contre, ils livrent quotidiennement. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais
Si. Et donc, pareil, pour continuer sur cet élément-ci, Xavier, dans le cas que tu mets en place, tu livres des centrales d'achat, tu livres Des plateformes logistiques. Oui. Et comment ça se passe, toute cette gestion du flux de retour, de traitement, stockage? Parce qu'on se retrouve nécessairement, même si ça fait partie du même groupe, à une logique assez multi-acteurs par rapport à ça. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'on se pose la question du taux de retour et de la logique interacteur dans le cas de l'emballage logistique. Le taux de retour actuel, il n'est pas très bon. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on doit être à 80-90%, donc c'est pas non plus incroyable. Mais on revient sur ce que je disais avant. Il y a un vrai, comment dirais-je, travail de pédagogie probablement. Et le fait de se dire, en fait, on a tous un intérêt. On a beau être dans le même groupe, c'est des entités différentes, mais on a tous intérêt, y compris économique, à ce que ça revienne, à ce que ça tourne plus vite. Ça prend du temps. On va se dire les choses comme ça, effectivement, mais au final, quand on fait cet effort de pédagogie-là, on voit les performances qui s'améliorent. Donc, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on arrivera à des taux de retour comme ça. On n'y est pas encore. Encore une fois, si déjà nous, on a un système de traçat plus efficace, de toute façon, ça va s'améliorer mécaniquement. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu une synthèse de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est ma synthèse personnelle, donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe ou si vous n'êtes pas d'accord. On aura aussi un petit peu de temps pour interagir avec le public, je pense que c'est important. Moi, ce que je veux d'abord mettre en avant, c'est que le réemploi des emballages logistiques, il y a vraiment un fort potentiel, à la fois pour réduire les impacts environnementaux, pour avoir un modèle économique qui fonctionne, mais surtout pour améliorer les processus et créer de la valeur ajoutée supplémentaire. On peut potentiellement faire du plus qualitatif aussi pour le transport, le maintien en condition des produits, faire du plus qualitatif dans le pilotage des flux, et ça permet de faire mieux. Mais avant de pouvoir faire mieux, il faut déjà réussir à faire bien. Et c'est relativement difficile de nos jours, quand on a une problématique de réemploi d'emballage logistique, de savoir par quel bout il faut prendre le problème. Et c'est j'espère ce que la table ronde a éclairé, c'est d'essayer de prendre le problème par le bon bout. Qu'est-ce que je peux voir dans ma pratique, dans mes échanges, c'est que souvent on a potentiellement deux écueils sur lesquels on tombe et potentiellement deux façons de prendre le problème par le mauvais bout. La première chose, c'est potentiellement de sous-estimer la complexité de l'ingénierie et du pilotage des flux logistiques. La supply chain circulaire, c'est un métier. Petit à petit, on forme nos étudiants, et donc voilà, j'espère que j'y contribue un petit peu, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres écoles où on forme bien les étudiants à ces enjeux de supply chain circulaire. Et donc ça, il va falloir aussi accepter de former les équipes. Et potentiellement, si on n'a pas la compétence et l'expertise en interne, de se dire qu'il y a un gros sujet, un gros enjeu, et donc d'être accompagné sur ces sujets-ci. Le deuxième point, le deuxième écueil, c'est potentiellement de faire de la surqualité technologique, au niveau de la durabilité et ainsi de suite, avant de savoir déjà opérer les boucles qui marchent bien. Et donc le gros danger derrière, c'est de se retrouver avec des solutions qui sont trop complexes, trop coûteuses, qui vont avoir une durée de mise en application qui est trop longue et avec des taux de retour qui ne permettent pas d'atteindre l'équilibre économique. D'expérience, ce que je peux voir qui marche mieux, c'est de travailler un petit peu en mode MVP. Vous connaissez Minimal Viable Product. Ici, c'est Minimum Viable Project. Quel est le projet de réemploi d'emballage logistique minimum qui peut fonctionner et qui soit viable? Et viable, c'est à la fois économiquement parlant, mais aussi environnementalement parlant. Comment est-ce qu'on peut faire le plus simple possible pour que ce soit viable? Et une fois qu'on a réussi à identifier ça, là, on va pouvoir rajouter des boucles de complexité, d'amélioration. À partir du moment où on va pouvoir capitaliser sur l'existant pour savoir comment est-ce qu'on peut faire mieux. On a un problème de traçabilité, là on a un problème et donc on va pouvoir y trouver une réponse. On a souvent tendance, quand on parle au réemploi, d'apporter plus de réponses que les vrais problèmes dans un premier temps. Et ça peut être un problème. Et donc, pour vraiment réussir le passage à l'échelle et avoir de la performance, un des points que je vois vraiment très très positif, c'est qu'il y a de plus en plus d'exemples, comme on a pu le voir dans la table ronde, qui montrent que c'est possible, qui montrent que ça fonctionne, qui montrent qu'à partir du moment où on prend le problème par le bon bout, ça fonctionne. Et il y a aussi de plus en plus, et ça ce que je trouve vraiment super intéressant ici, il y a beaucoup plus d'expertise qui se capitalise de plus en plus sur ces expertises de réemploi, que ce soit des solutions de fabrication, des solutions de lavage et aussi une vraie expertise dans le pilotage des flux.
Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment intéressant. Et on a de la chance d'être en France, ça je le dis à mes étudiants, parce que la France est certainement un des laboratoires mondiaux du réemploi d'emballage en ce moment. Et donc il y a plein de choses qui se passent, mais on est aussi collectivement en train de se fabriquer une expertise qui va être mondialement reconnue. Et donc ça me semble être aussi un point sur lequel je souhaitais conclure cet élément-ci. Mais vu que ce n'est pas à moi de conclure, je vous demanderai le mot de la fin avant de passer à la phase d'échange. Chou, est-ce que tu veux commencer avec ton mot de la fin ? Ça non plus, je crois que c'était pas prévu. Non, mais en gros, c'est un peu, je rejoins un peu ce que tu dis. Il y a énormément de choses qui marchent et qui sont opérationnelles. On le voit pas trop sur les emballages logistiques parce que c'est un sujet qui est un peu caché et qui est moins, on va dire, sexy que d'autres types d'emballages qu'on peut voir dans les magasins, etc. C'est vraiment de la logistique, mais en fait, il y a des gains énormes, un business model qui est plus facile à trouver que sur d'autres emballages. Et nous, c'est vrai que voilà, on est positionné depuis le départ avec Pandobac sur ces emballages-là parce qu'on croit en l'impact, bien sûr, de ce que ça peut, l'impact qu'on peut générer et au fait que le business model est vraiment plus facile à trouver et qu'on y arrivera plus vite à développer le réemploi d'emballage logistique que les autres emballages. Voilà, ça c'est nous c'est ce en quoi on croit. Merci beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur l'emballage produit, on est bien d'accord. C'est qu'il y a des challenges supplémentaires encore. Qu'il faut faire remonter un peu les sujets d'emballage logistique en haut. Penser à l'emballage logistique. Exactement, parce qu'ils sont vraiment intéressants à étudier. Merci beaucoup. Gladys, ton mot de la fin ? Moi, je dirais que pour avancer, il faut qu'on se mette tous autour de la table, qu'on discute. Quand on a un projet comme ça dans une entreprise, il faut prendre tous les acteurs de l'entreprise et parler tous ensemble, pas chacun de son côté. Et c'est pareil pour nous, fabricants, sociétés de lavage, tracking, etc. Il faut qu'on se parle tous, parce que finalement, pour lever des freins, il faut en parler. Et c'est la meilleure des choses. Donc moi, je serai juste là en sortant. Si vous voulez venir discuter, je serai là. Voilà. Merci beaucoup. À ton tour, Xavier. Je me suis fait piquer le mot ensemble. Alors je vais faire consortium à la place. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, des projets comme ça, il y a trop d'acteurs impliqués. Moi, metteur sur le marché, je ne vais pas le mener tout seul dans mon coin. Ça va être regroupé, aller chercher les expertises là où elles sont, y compris avec d'autres metteurs sur le marché. On a je pense plus à l'emballage primaire en disant ça, mais même le logistique, il y a aussi des dimensions standardisées. Donc, de toute façon, si on touche quelque chose, il faut le faire pour tout le monde. Donc c'est arriver à regrouper les gens et travailler ensemble. Il n'y a pour moi que comme ça qu'on y arrivera vraiment. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet échange, mais on a encore quelques minutes parce qu'on a été super efficace dans la gestion du timing. Bravo aux intervenants pour cette gestion du timing. Donc si vous souhaitez poser une ou plusieurs questions, je veux lever la main et je vais vous passer mon micro si vous le souhaitez. Merci pour ce partage. J'avais une question pour Gladys. Sans modifier le moule, sans investir dans un moule plastique, quelles sont les possibilités d'adaptation des caisses de transport logistique ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors, donc, au niveau de... Sans toucher les moules, parce que c'est vrai que toucher un moule, c'est rajouter des inserts. Rajouter des inserts, ça peut être fragiliser le moule, etc. En fait, c'est les dimensionnements. Majoritairement, c'est le dimensionnement. C'est la hauteur. D'abord, le format. Est-ce qu'on va passer sur un 600-400, un 400-300 ? Souvent, quand on a du carton, on va avoir 16, 17 références. Et puis, en fonction du besoin, on prend la référence dont on a besoin. Dans le bac, on ne va pas travailler comme ça. On va devoir dimensionner c'est quoi mes 2-3 références les plus importantes, quitte à avoir un petit peu d'air. Des fois, il vaut mieux mettre de l'air que d'envoyer un carton. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds vraiment bien à la question, mais on va avoir 4-5 références à peu près qui vont répondre aux grands standards du marché. Et ensuite, c'est les hauteurs de bac. Et les hauteurs sont importantes pour remplir les camions. C'est très important. Moi, c'est plus sur la partie opérationnelle. Alors, autant sur le primaire, il y a un consensus sur la consigne.
sur le logistique. Est-ce que la consigne a un intérêt, selon qu'on est dans des boucles ouvertes ou fermées, mono-acteurs ou multi-acteurs? Voilà. Et dans vos cas, est-ce qu'il y a une consigne ou pas, d'un point de vue opérationnel? Alors, ça va dépendre si on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Nous, on a déjà du réemploi entre différents sites au sein de notre propre groupe. Il n'y a pas de consigne dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire que les relations sont toujours au beau fixe entre les sites concernés. Ça, c'est autre chose. On n'a pas ce système-là. Et même quand on travaille avec notre client préféré, c'est-à-dire Intermarché, on n'a pas de consigne aujourd'hui. Ça, c'est notre politique interne. On ne fait pas de consigne entre sociétés du groupement. C'est un choix. L'avantage de la consigne, si on peut dire les choses comme ça, c'est que ça incite la personne à vous le rendre, entre guillemets. C'est le principe. Ça peut aussi être un frein dans d'autres cas. Je pense plus au primaire en disant ça. Même au secondaire ou à partie logistique. En tout cas, nous, on a fait le choix de ne pas travailler comme ça pour le moment. Ouais. Nous, on n'a pas de consigne. Et le cas Metzger qui a été présenté de 98% de taux de retour, c'est sans consigne. Donc, pourquoi? Parce que ça simplifie administrativement. Clairement, c'est un gros frein de mettre en place une consigne pour beaucoup d'entreprises. Parce que ça nécessite de refacturer ses clients, etc. Et clairement, commercialement parlant, en fait, c'est compliqué. Donc nous, justement, l'idée de faire de la traça unitaire et très précise, c'est ça évite de devoir facturer une consigne. En fait, c'est où on fait une consigne, où on fait une traça très précise. Pour moi, c'est un peu les deux. Si on fait les deux ensemble, en fait, ça a peu de sens, quoi. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est vrai que la grosse différence, c'est que sur l'emballage logistique, il y a souvent une traçabilité qui est plus au point ou plus précise, donc sérialisée par rapport à l'emballage produit, où on n'a pas toujours de la traçabilité sérialisée. Et puis on a de toute façon une densité. Les emballages, ils se retrouvent dans beaucoup plus de points d'usage que quand on est sur un réseau logistique où on a quand même un nombre limité de clients dans l'immense majorité des cas. Donc même si on a perdu des bacs, on sait plus ou moins où aller les chercher, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ça permet aussi de démontrer, et ça je pense que c'est aussi important pour l'emballage produit, qu'il y a des boucles de réemploi qui peuvent vraiment fonctionner sans consigne. Parce que la consigne, ça crée aussi une désincitation au passage, une désincitation à l'achat. Et c'est toujours un peu une question qui est difficile à piloter. Merci. Eh ben, on vous remercie encore et on a été ravis de pouvoir échanger avec vous.